Salut à tous, salut à toutes. After Stade exceptionnel aujourd'hui avec un invité de choix, Daniel Cousin, ancien manager des Panthères, ancien international gabonais et surtout plus récemment, ancien sélectionneur du Gabon. Avec lui, on va revenir sur ces 10 derniers mois à la tête du Gabon, les raisons de son départ et surtout pourquoi est-ce que le football gabonais est en crise. Ensuite, je vous donne rendez-vous en plateau avec mes invités pour débattre autour de cette interview. After Stade avec Daniel Cousin, c'est maintenant. Daniel Cousin, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve ici, on va dire pour vous, après quelques semaines un petit peu mouvementées. Vous avez fait beaucoup l'actualité. Après 3 années en tant que manager des Panthères, vous avez fait 10 mois à la tête de la sélection. L'aventure s'est récemment terminée pour vous dans les circonstances qu'on connaît. Mais déjà, avant de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, comment vous sentez-vous actuellement? Je me sens très bien. Un peu déçu bien sûr sur le plan sportif que l'équipe nationale ne soit pas qualifiée pour la CAN en Égypte, mais sur un plan de vue personnel, très content, très belle expérience et comme je suis un jeune entraîneur, commencer par le poste des sélectionneurs, c'était fabuleux et j'espère que des expériences comme ça, il y en a d'autres par la suite. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience à la tête des Panthères du Gabon? Très bien. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il y a des joueurs avec qui j'ai joué, c'est normal. Ouais. On avait une proximité et c'était pas facile de faire passer un message, mais ça a duré peut-être 3-4 jours. Après, voilà, on se met dans la peau d'un entraîneur et on oublie tout ce qui se passe et on fait en sorte que les joueurs adhèrent et surtout les cadres puissent, sur qui on peut s'appuyer pour essayer de faire passer un message. Alors, vous l'avez dit, il y a eu certes des débuts un petit peu difficiles avec les joueurs, mais même avant en fait, votre nomination, il y a une espèce d'un petit peu d'imbroglio autour de votre nomination parce que la fédération avait annoncé un duo avec Pierre Obama. Finalement, ça ne s'est pas fait. Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu tout ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous éclaircir cette situation-là? Tout simplement parce que Pierre Obama a refusé. Il a pris une semaine de réflexion. Ouais. Il était aussi tombé malade, hein. Il avait eu une grosse grippe, donc il m'a dit clairement, je l'ai eu au téléphone, qu'il n'avait pas envie de relever le défi. Et voilà, donc il y a eu pas mal d'incompréhension parce que la fédération l'avait annoncé coach alors qu'il n'avait pas été concerté. C'est pas surprenant, mais voilà, par la suite j'ai accepté le poste parce que on était dans l'urgence. Ouais. L'équipe allait très mal et il fallait trouver un sélectionneur pour terminer les éliminatoires parce que Camacho venait d'être limogé. J'ai accepté. Alors justement, avant vous étiez manager, ouais. Vous connaissiez l'environnement autour de la sélection, vous avez aussi travaillé avec José Antonio Camacho. Vous l'avez dit, les éliminatoires ont très mal commencé, là il fallait un petit peu jouer le rôle de pompier. Ouais. Est-ce que ce n'était pas, on va dire, une mission quasiment impossible vu tout le contexte autour de la sélection? C'était pas, pour moi, c'était réalisable si j'avais l'appui des dirigeants en fait. Ouais. Je ne l'ai pas eu, donc la tâche devenait très compliquée. Parce qu'un projet de jeu, je vais vous parler en termes footballistiquement parlant, un projet de jeu, un projet sportif, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà, donc il faut du temps et il faut que les joueurs et les dirigeants arrivent à comprendre dans quelle direction je veux partir. Et malheureusement, le temps était très court. Et je les ai eus pratiquement que 3 semaines. Et c'était en octobre, novembre et après en mars. Donc la tâche était très délicate. Mais je le savais, ouais. Dès le départ, je le savais. Je me voyais plutôt travailler sur du long terme au Gabon parce que j'avais quand même fait plus de 3 ans manager. Et malheureusement, pour des raisons... Leurs raisons à eux, ouais. Ils ont préféré arrêter l'aventure, mais ça reste une bonne expérience. Si c'était à refaire, je le referais. Vous le referiez? Ouais. Alors, comment expliquer qu'une fédération et le ministère vous nomment et que derrière, ils ne vous appuient pas, ils ne vous donnent pas, on va dire, peut-être les moyens de pouvoir aller chercher cette qualification? C'est un peu contradictoire. C'est incompréhensible, en fait. Je pense qu'à un moment donné, on n'a pas affaire à des gens qui connaissent le football, c'est tout. On peut nommer quelqu'un, mais après, moi, je connais les clés de la réussite parce que ouais. Par rapport à mon expérience,
européenne, parce que toute ma carrière, je l'ai faite en Europe, 98% parce que j'ai terminé un peu au Gabon. Ouais. Mais je voulais m'appuyer sur mon vécu pour le transférer aux dirigeants gabonais qui puissent m'aider à mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et ils n'ont pas trouvé ça, disons, correct ou disons, pour eux normal, que je puisse être exigeant envers eux pour justement atteindre nos objectifs. C'est parce qu'ils ont une vision différente de la mienne, c'est tout. Ils m'ont vu en tant que manager, j'étais une personne, mais quand je suis passé sélectionneur, j'étais une autre personne. Forcément. Parce que maintenant j'avais du pouvoir, enfin, j'aurais voulu avoir du pouvoir pour pouvoir mettre des vraies choses en place et que l'équipe nationale ressemble à une vraie équipe professionnelle. Ils l'ont pas vu sous cet angle-là, c'est tout. Hein. Mais est-ce que vous vous dites pas des fois, si ça avait été un entraîneur étranger, parce qu'ils vous ont peut-être considéré comme un entraîneur local, vous auriez eu davantage de pouvoir ou de prérogatives? Ben non, parce que j'ai été nommé manager sous l'ère Costa, et Georges, que j'appréciais beaucoup, avait aussi des difficultés. Les mêmes problèmes? Ben, il avait des problèmes. Donc c'est plus une question d'entraîneur, c'est une question de mettre des vraies personnes autour de l'équipe, que ce soit la fédération ou le ministère, pour soutenir l'entraîneur. Dans ce poste-là, au Gabon, on se retrouve livré à soi-même. Ouais. Et Georges Costa l'a vécu, Camacho encore pire, parce que lui, il avait cette barrière de la langue. Ouais. Et le fait qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique du tout, mais ce n'est pas vraiment leur faute, parce que ce ne sont pas des gens, moi j'ai pas peur de le dire, ce ne sont pas des gens qui ont postulé, c'est des gens qu'on a appelés pour entraîner l'équipe, donc c'est différent, il y a un profil particulier. Je pense que tu le sais très bien, en Afrique, il faut un profil à la Renard, voilà, pour des mecs qui s'investissent à Alain Giresse ou Claude Leroy, qui s'investissent à 500% dans leur travail. Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre ça, nous, au Gabon. On n'arrive pas, surtout, à mettre de vrais projets en place sur le long terme. Ouais. Alors, vous l'avez dit, Georges Costa, ça ne s'est pas très bien passé. Camacho aussi. Vous étiez là pendant ces deux périodes-là. Ouais. Quand vous voyez tout ça, pourquoi vous avez essayé quand même d'aller au relevé challenge? Je suis passionné, moi. C'est un peu suicidaire, non, quelque part? Toute ma vie, le football, et j'y ai cru. Je me suis dit peut-être qu'avec moi, voilà. Comme on a vu Aliou Cissé au Sénégal réussir, c'était un ancien joueur de l'équipe, et au Gabon, il y avait pas mal de polémiques, comme on disait, il faut s'appuyer sur les anciens joueurs, il faut leur donner les moyens de réussir, et je pensais réellement que ça avait changé, que la mentalité avait changé, la vision avait changé, mais non. Ouais. On est resté toujours borné dans, disons, les mêmes... je sais même, il n'y a même pas de mots pour parler de ça, mais je vais dire la même organisation amateur. Ouais. Alors, vous avez pris les commandes de la sélection, vous avez commencé à travailler, et c'est quelques temps après que vous avez tapé du poing sur la table pour annoncer au grand jour que vous n'avez même pas encore signé de contrat. Ouais. Comment ça s'est passé que vous avez pu, on va dire quelque part, accepter ça? On vous a fait miroiter des choses? Ouais. Comme d'habitude, j'ai fait confiance à mes dirigeants. Voilà, on devait mettre un contrat en place. Le salaire d'un manager et d'un sélectionneur, c'est différent. Bien sûr. Donc, à la gabonaise, on a toujours fait retarder l'échéance, et on était là, on repoussait. Et voilà, je suis quand même, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai fait presque 2 ans sans salaire. Donc j'ai continué à travailler parce que je suis professionnel, j'ai misé sur le sportif, voilà. Et en retour, je voyais des personnes plutôt qui, je ne vais pas dire qui se foutaient de ma gueule, mais qui n'étaient pas là pour me mettre dans les meilleures conditions. Donc j'ai tapé du poing sur la table parce que j'ai mis du temps, bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi j'avais mis autant de temps. Forcément, oui. Voilà, mais j'ai dit maintenant ça suffit, je suis sélectionneur, il faut apprendre à respecter les gens. Et il faut aussi respecter vos engagements. Quand vous prenez des engagements avec des personnes, que ce soit moi, X ou Y, il faut respecter ça. Donc j'ai voulu
montrer que voilà, maintenant il faut que ce genre de pratique s'arrête. Voilà. Alors vous avez été entendu. On a vu aussi le ministre des Sports à un moment donné un petit peu, on va dire, blâmer la façon dont vous avez dû procéder par les avocats, etc. Mais vous avez malgré tout signé votre contrat. Mais au moment où vous signez votre contrat, est-ce que vous ne dites pas que le match qui arrive contre le Burundi, c'est un match couperé pour vous? Parce que vu que vous avez fait pression pour que votre situation soit régularisée, si vous ne vous qualifiez pas, forcément, ça va être compliqué. Oui, de toute façon, maintenant, après, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec des personnes, je savais, j'avais compris clairement qu'ils allaient m'attendre au tournant. Voilà. Et ce qui est très dommage, parce que quand j'ai tapé sur la table, c'est pour réclamer mon dû. C'est un dû. Comment on peut mettre en place un entraîneur sans contrat et sans salaire? Mais c'est impensable. Il n'y a pas de mots pour décrire une attitude pareille. Je sais pas, ça me paraît tout à fait logique. Ma requête, et de toute façon, je n'avais pratiquement pas le droit d'aller diriger ce match sans contrat. Donc ça aurait été, au vu des lois du football, ça aurait été très dommageable pour la fédération. Donc ils étaient obligés de faire quelque chose. Et puis faut apprendre à... Moi je dis tout vient du respect. Quand on met un entraîneur en place, il faut apprendre. Faut pas apprendre. Il faut le respecter tout simplement. Donc quelque part, vous n'avez pas été respecté. Pourquoi tous les prédécesseurs ont eu leur contrat en bonne et due forme dès le premier jour où ils ont mis pied au Gabon? 2 ans, et pourquoi Daniel, il faut qu'il attende 3-4 mois sans contrat, et pourquoi? Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de fédérations africaines, c'est-à-dire que les fameux sorciers blancs, les coachs européens ou étrangers, ils arrivent, ils ont tout de suite souvent des salaires beaucoup plus élevés, de meilleures conditions, et quand c'est un entraîneur local, le salaire est plus bas, les conditions sont revues à la baisse. Et... Moi je sais d'où ça vient, parce que j'ai fait une analyse quand même qui est relativement pertinente, c'est que les anciens joueurs africains, ils ont du mal à aller passer leur diplôme. Voilà. Faut dire la vérité, les Blancs, dès qu'ils finissent, tout de suite ils vont à Clairefontaine, ils vont passer leur diplôme, ils font les choses en bonne et due forme, et voilà. Et j'ai remarqué qu'on aime beaucoup la facilité. Donc moi, quand je suis allé passer mon diplôme à Paris, quand je suis revenu au Gabon et que je leur ai dit que je passais mon diplôme, beaucoup de gens m'ont regardé avec des grands yeux en fait. J'ai l'impression que je faisais quelque chose de différent de ce que tout le monde avait l'habitude de faire. Il faut que les anciens pros se forment, passent des diplômes, que ce soit pour être entraîneur, pour être manager, directeur sportif. Il faut qu'ils soient crédibles. Il faut qu'ils puissent poser quelque chose sur la table. Et c'est pas les diplômes du pays. Quand on te donne en 45 jours, là, avec le permis de conduire et le permis bateau, bon, tu m'as compris, mais c'est pas ça. Donc il faut vraiment aller se former. Faut passer par l'Europe. On peut se former en France, en Italie, en Espagne, partout. Il faut avoir quelque chose à la main. Je pense que les dirigeants nous prendront plus au sérieux quand beaucoup penseront à avoir une reconversion, mais une vraie reconversion avec des diplômes, avec quelque chose dans les mains. Je pense que le problème, il vient de là. Un vrai bagage. On ne peut pas prendre au sérieux un joueur qui peut passer un DEPF en 1 mois. Ça n'existe pas. Ici, on le passe en plus d'1 an. Et au Gabon, tu l'as en 1 mois. Donc, c'est pas cohérent. Et derrière, on vient proposer des projets, mais c'est pas cohérent. Il faut se former. Les plus grands le montrent. Les Zidane, Deschamps, tout ça, Laurent Blanc, ils ont montré qu'ils se sont formés jusqu'au bout. Et maintenant, c'est à nous de le faire. Il faut montrer aussi le chemin. Alors, pendant votre mandat de 10 mois, il y a eu souvent des affaires autour de Pierre-Emerick Aubameyang, viendra pas. Il a pas mal tensé la fédération aussi. Vous, quelle relation vous aviez avec lui? Moi, une relation d'entraîneur. J'étais plus son partenaire, j'étais son entraîneur. Je me suis toujours dit, jamais je supplierai un joueur pour venir en équipe nationale. Il a eu des différends avec la fédération, le ministère. La première fois que j'ai eu une réunion avec lui, je lui ai dit, il ne faut pas tout mélanger. Voilà, il faut penser à tes coéquipiers.
On a envie de se qualifier, on a besoin de toi à 100%, on n'a pas besoin de toi sur la pointe des pieds. Je lui ai donné des exemples de Samuel Eto'o ou Drogba qui se sont mouillés vraiment pour leur pays. Donc je voulais que Pierre joue le même rôle. Malheureusement, il ne l'a pas entendu de cette façon et ça nous a un peu pénalisé, c'est sûr, même beaucoup, parce que ça reste un joueur, un très grand joueur qui aurait pu quand même, je pense, nous qualifier, nous aider à nous qualifier, pas facilement, mais voilà, avec son expérience, il aurait pu y contribuer beaucoup. Mais c'est malheureux, c'est comme ça. De toute façon, ça résume un peu tout ce qui s'est passé autour de l'équipe, avec les incompréhensions des dirigeants et la mauvaise communication. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. La mauvaise gestion, communication. Ça a eu un effet boule de neige et ça a été pas facile à rattraper, mais... Alors justement, quand on met toute cette petite chose bout à bout, soit la fédération, vos conditions de travail, la motivation de certains joueurs et toutes les petites affaires autour, finalement, quand on voit que le Gabon ne va pas à la CAN, la déception forcément, mais quels sont les sentiments? C'est logique quelque part, oui. Ben oui, c'est logique. Moi, et d'autres joueurs aussi qui connaissent le haut niveau, les personnes qui ont vu un peu le bordel, tout ce qui se passait de l'intérieur, c'est logique parce que tout ce qui a été mis en place autour, déjà la gestion, comme on voit Camacho, il arrive pendant la CAN, tout le monde ne comprend pas qu'on puisse recruter un joueur. Derrière, voilà, on veut mettre Pierre Aubame, alors Pierre Aubame, il n'est pas au courant, oui, il n'est même pas au courant que... Voilà, et c'est tout ça, c'est de l'amateurisme, c'est un peu... Je pense que c'est un peu ce que Pierre voulait dénoncer, Pierre-Emerick veut dénoncer, c'est un peu son ras-le-bol. Il arrive à un âge, je peux comprendre, moi aussi quand j'étais au Mans, à Lens, j'ai boudé la sélection. Je peux comprendre parce qu'il est à un tel niveau, il vient pas pour régresser, normalement il vient pour apporter et progresser. C'est quelque chose que des fois le grand public ne comprend pas, qu'un joueur ne réponde pas à l'appel à la sélection, mais... Voilà, quand il répond pas, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi, ouais. Et la plupart du temps c'est pour les mêmes raisons en fait, c'est trop amateur, un joueur qui joue à Arsenal, il doit être dans les mêmes conditions, voilà. Tout le projet que moi j'ai mis en place, c'est justement pour améliorer les conditions des joueurs, faire en sorte qu'ils arrivent en équipe nationale, ils soient gonflés à bloc. Et il ne faut pas qu'ils arrivent en nationale, qu'on commence à parler d'argent. Il y a aussi l'épisode de l'avion pour aller au Soudan du Sud, notamment quand on parle de conditions. Oui, c'est tout ça. Les choses qui sont faites à la dernière minute, après souvent c'est des guerres en interne, c'est entre fédérations, ministères, tout le monde se tire dans les pattes. Ouais. Donc maintenant qu'ils connaissent les réseaux sociaux, ils se servent des réseaux sociaux pour descendre les gens, je trouve ça stupide, parce qu'il y a des choses qui doivent rester... En interne. Voilà. Maintenant il y a tout qui sort sur les réseaux sociaux parce que les gens ils veulent se venger. Des fois c'est des gens qui travaillent dans la même institution, c'est quand même impressionnant. Donc quand tu vois ça et que toi tu es Arsenal, tu te dis mais attends, qu'est-ce que je fais là? C'est normal sa réaction. Après je lui ai demandé de faire l'effort de faire abstraction sur tout ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile et voilà, mais j'aurais voulu un peu plus d'implication de sa part et qui joue vraiment son rôle de leader. Ouais. Voilà, et il n'a pas joué comme moi je l'aurais voulu, pour ses raisons, il a ses raisons. Voilà, maintenant la page est tournée, voilà, il faut passer à autre chose. Alors, il y a au Gabon à la sélection, mais il y a aussi le championnat local. Vous avez eu l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait, là ça reprend un petit peu. Quelque part, est-ce que c'est pas tout le football gabonais dans son ensemble qui est malade? Une sélection, elle s'appuie sur son championnat. Quand on a un championnat inconstant, voilà, à un moment donné, même au niveau des joueurs, on n'a pas beaucoup de choix. Pratiquement, j'avais que deux joueurs locaux. Ouais. C'était Bitseki et Louafilou. Et voilà, c'est pas normal. Il faut faire en sorte qu'on ait un championnat constant, faire en sorte que les clubs respectent les joueurs aussi, respectent leur engagement et
se penche sur la formation, parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas de centre de formation, c'est incroyable. En 2019, des soi-disant clubs pro qui n'ont pas de centre de formation, vous voulez comment que vous sortez un joueur peut-être tous les 15-20 ans, mais il faut vraiment se pencher là-dessus. L'État avait mis les moyens, mais malheureusement, ça n'a pas donné le résultat que cela aurait pu donner, mais il faut continuer, il faut persévérer. Et un jour, je pense que si aussi on met les bonnes personnes au bon endroit, un jour le football gabonais, il pourra rivaliser avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou le Cameroun, ou les plus grandes nations africaines de football. Je pense qu'on a les moyens, mais maintenant il faut passer à l'action. Entre vous et le Gabon actuellement, où est-ce que ça en est? Vous allez, on va dire, est-ce que les comptes sont à zéro ou toujours pas? Non. On aura compris. Non, parce que ils sont pas à zéro. Mon contrat ça va être assez surprenant ce que je vous dis, mais mon contrat de sélectionneur n'a pas été honoré encore. Donc, du tout. Du tout. Donc j'avais des arriérés de manager qui ont été réglés qu'à moitié. Donc on a fait un courrier avec mon avocat parce que moi il faut bien que j'explique pourquoi j'ai fait un recours à mon avocat. C'est parce que quand je parlais, on ne m'écoutait pas. Ouais. Donc à un moment donné, c'est la justice qui parle, peut-être qu'ils vont écouter. Surtout la FIFA. Donc là, on a fait un courrier, ils ont réagi. Le premier courrier en disant qu'ils allaient régulariser ma situation. Ça devait être fait depuis le 28 avril. On est le 3. C'est ça. Il n'y a rien qui a été fait. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, Petite relance. Non, on fera une mise en demeure, c'est tout. Directement. Voilà, il ne faut pas tergiverser trop, voilà, parce que on m'a fait traîner 2 ans quand même. Hein. Donc maintenant, je suis plus dans la tolérance zéro, mais voilà, ils m'ont pas fait de cadeau. Je vois pas pourquoi moi j'en ferais. Tu comprends? Vous comprenez ce que je veux dire? Sûr. Mais après, c'est un peu particulier parce que quelque part vous dites, ils m'ont pas fait de cadeau, je ne leur en ferai pas. Mais quelque part, si peut-être un jour vous avez l'occasion de revenir comme sélectionneur, vous reviendrez. Ouais. C'est un peu paradoxal, non? Ce sera peut-être pas les mêmes personnes aussi qui dirigeront le. Ce serait ça la condition? Oui, parce que honnêtement, travailler avec des personnes qui sont en place là, non, c'est impossible. Si c'est encore eux 2, 3, 4, 5 ans, non, je peux plus. Ouais. Je peux plus parce que j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai pas confiance en ces gens qui sont actuellement en poste, j'y crois pas. Ils n'ont pas de vision, ils sont pas professionnels, donc voilà. Et je pense que ce qui m'a coûté un peu mon poste, c'est aussi de leur avoir dit ce que je pensais à un moment donné. Voilà. Donc revenir au Gabon dans des conditions différentes, et pourquoi pas, mais on verra, mais certainement pas avec les gens qui sont en poste en ce moment. Alors sinon, il y a d'autres possibilités, peut-être d'autres expériences en club ou une autre section, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Oui, c'est pas ma priorité pour l'instant, mais ça peut être une éventualité dans le futur. Donc là, actuellement, ce serait quoi votre priorité? Mes diplômes et trouver travailler de l'information. D'accord. Dans l'information sur 2 ans. Ça serait un bon projet, le temps de finaliser à peu près tous mes diplômes et voilà. Ce serait déjà pas mal. Ouais, ça sera bien. Et un petit message aux Gabonais, il faut passer ses diplômes en Europe. Hein. Pour moi, tout ce qui est au Gabon, ça n'a pas de valeur, on n'apprend rien, on ne peut rien apprendre en 1 mois. C'est impossible, parce que moi, on m'a proposé de passer mon VEF en 1 mois au Gabon. J'ai dit non, je ne peux pas, parce que j'ai des amis qui l'ont passé en France et on apprend énormément. Et les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de diplôme pour entraîner, ils se trompent. Hein. Voilà. Vous l'avez appris justement en apprenant? Bah oui, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. J'ai appris énormément, des choses que quand j'étais joueur, je ne voyais pas. Ouais. Mais j'ai appris énormément de choses et ça va me servir maintenant, ça me servira tout au long de ma carrière d'entraîneur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Daniel pour cet entretien. De rien.
After Stade, deuxième partie, on se retrouve maintenant pour débriefer autour de l'interview de Daniel Cousin et aussi parler de l'état du football gabonais. Pour m'accompagner en plateau, deux invités, Elton Mokolo, que vous connaissez, qui est souvent avec nous. Bonjour Elton. Bonjour Mansour. Il était avec moi lundi dernier, c'est Terence Ken qui connaît beaucoup le football gabonais. Bonjour Terence. Bonjour Mansour. Alors voilà messieurs, vous avez regardé cette interview, il y a eu beaucoup de choses, on a parlé de ses fonctions de sélectionneur, comment les contrats, la motivation des joueurs, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais maintenant on va plus parler aussi de l'état général du football gabonais, de tout ce qui est autour de la sélection. Et pour commencer, quand on voit tous les problèmes qui sont un petit peu évoqués par Daniel Cousin, on a l'impression, Terence, déjà je me tourne vers vous, que c'est un mal récurrent au sein du football gabonais. Oui, je crois que c'est un mal récurrent. Les problèmes que Daniel Cousin a évoqués dans son interview, c'est des problèmes qui gangrènent la sélection gabonaise depuis plusieurs années, même quand Daniel Cousin était lui-même acteur lorsqu'il était joueur, donc il les a retrouvés lorsqu'il était sélectionneur. Mais ce qui me choque un peu, c'est que Daniel Cousin, quand il a présenté ces problèmes, on avait l'impression qu'il les découvrait alors que c'est des choses qui ont toujours existé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il lui a dit, c'est que même lui, à un moment donné, il évoque qu'il a été manager sous Camacho et Jorge Costa. Et donc, il sait ce qui se passe au sein de la section, mais quand même, il y va. Exactement, et c'est pour ça qu'à la lumière de cette interview, il y a quatre mots que je peux ressortir. C'est de la confusion, de la contradiction, de l'impuissance et de l'urgence. En fait, dans cette interview, il y a Daniel Cousin qui était au cœur du réacteur. Ouais. Donc, il a vu les dysfonctionnements. En dépit de ça, je ne sais pas si c'est par un élan patriotique, je ne sais pas si c'est par une opportunité de carrière. Il a quand même basculé de l'autre côté de la barrière. Il a voulu être entraîneur avec tout ce que ça impliquait, à savoir être fragilisé à cause du résultat qui pouvait être soit positif, soit négatif. Bon, dans ce cas-là, ça a été négatif. Et malgré ça, il a voulu passer de l'autre côté de la barrière et il était au courant de tout ça. Donc, à un moment donné, c'est bien d'évoquer ces dysfonctionnements, mais la première question qu'on se pose, c'est pourquoi t'as pas essayé de régler ça en amont et pourquoi, malgré tout ce que tu savais, t'es quand même parti de l'autre côté de la barrière. Alors, est-ce que quelque part, justement, il y a un moment donné où il dit on m'a mis des bâtons dans les roues, c'est vrai ou c'est aussi un moyen de se dédouaner pour lui? Parce qu'au final, quelle est sa part de responsabilité sur ces 10 mois à la tête de la sélection? Sa part de responsabilité, c'est qu'en acceptant le poste de sélectionneur, il a accepté la compromission. Parce qu'autour de l'équipe nationale, il y a une certaine mafia, il y a des gens qui gangrènent cette équipe nationale. Je prends par exemple, il a mis en cause la Fédération gabonaise de football. Il connaît évidemment l'incompétence du président de la Fédération gabonaise de football, M. Pierre-Alain Mongengi. Il sait qu'à la tête du ministère des Sports du Gabon, il y a M. Alain-Claude Bilibizé qui a un bilan familial partout là où il est passé. Il était en échec et là il est revenu, il a hérité du poste de ministre des Sports et lorsqu'il est arrivé au ministère des Sports, après la désillusion des Panthères lors des éliminatoires, il a sorti quelque chose d'assez incongru et vraiment de dramatique, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il a décrété, il a dit qu'il suspendait la sélection. Voilà, donc tout cela montre évidemment que Daniel Cousin, lorsqu'il était manager, il aurait dû avoir l'autre position. C'est un professionnel, il a évidemment mis en cause l'amateurisme de ces dirigeants-là, mais lui, en tant que professionnel, il n'a rien apporté. Ouais. Et lorsqu'on n'est pas écouté, il aurait pu évidemment décliner cette offre. Je suis absolument d'accord avec Terence. La compromission, c'est le mot que tu peux ressortir. Dans l'exercice du pouvoir, il faut composer avec les éléments extérieurs et même les éléments à l'intérieur. Et je pense que Daniel Cousin, il s'est dit qu'il avait cette capacité d'unifier toutes les composantes à l'intérieur de la fédération et il s'est dit que son nom pourrait fidéliser la fédération. Il n'en a rien été, bien au contraire. Et c'est ce qui me gêne à la lumière de cette interview, c'est qu'il est à la fois juge et parti, parce qu'il était encore une fois au cœur du réacteur. Et en dépit de ça, il n'a rien fait. Donc justement, parce que quand vous dites que vous pensez qu'il a essayé d'apporter sa perle des Suisses, quand on voit qu'il y a des sélectionneurs comme Camacho, Jorge Costa qui sont arrivés, qui n'ont pas réussi, lui était dans le staff à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter de plus, de différent pour changer les choses? Je pense qu'on ne va pas remettre ici le patriotisme de Daniel Cousin. Il a accepté cette tâche ô combien difficile. Et sans contrat en plus. Voilà, sans contrat. Mais ce qu'on peut reprocher à Daniel Cousin, c'est que Daniel Cousin était un professionnel. Il a joué au plus haut niveau pendant près de 10 ans. On ne peut pas comprendre qu'un joueur comme Daniel Cousin, avec la carrière qu'il a eue,
puisse venir être sélectionneur du Gabon sans avoir un contrat. Donc là, on parle toujours de la compromission. On sait que Daniel Cousin a été nommé manager général dans des conditions un peu ubuesques, grâce à Ali Bongo Ondima. Donc il a accepté cette compromission-là autour des personnes, autour de cette mafia-là. On en parlait il y a quelques semaines ici, notamment DECO, la fameuse cellule football du bord de mer, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc qui a contribué à l'arrivée de José Antonio Camacho, Jorge Costa, Paolo Duarte, avec les résultats qu'on connaît. Et, du coup, quand on voit un petit peu le cheminement de Daniel Cousin ces dernières années, d'abord, il a été joueur, ça pas de souci. Est-ce que pour lui, c'était pas compliqué de composer avec certains joueurs de l'effectif avec qui il a joué ou qu'il a connu de près? Je parle notamment de Didier Ovono. C'est compliqué à un moment donné de coacher quelqu'un avec qui on a joué. Oui, c'est ce qu'il dit en début d'interview et j'ai même l'impression qu'il minore ce qui s'est passé, à savoir quand il dit pendant 3-4 jours ça a été plus compliqué. Moi je pense que c'est bien plus longtemps, bien sûr. C'est plus longtemps et c'est vrai que c'est très difficile encore une fois de passer de l'autre côté de la barrière. On sait que Daniel Cousin avait une figure tutélaire dans cette sélection et un Didier Ovono tout autant, donc c'est difficile d'établir une ligne de démarcation de manière à ce qu'ils disent je suis le chef et vous êtes les joueurs, d'autant plus qu'encore une fois il y a une fédération où c'est gangréné et le champ d'influence est très limité. Alors messieurs, on va avancer parce qu'à un moment donné il évoque les précédents Costa et Camacho en disant qu'eux ils sont arrivés, ils ont tout de suite eu un contrat, que lui n'a pas eu de contrat. Pour parler de façon plus globale, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans beaucoup de fédérations africaines dans l'ensemble, c'est-à-dire que le coach qui est considéré comme local, il va être moins bien traité? Oui, je crois que c'est un débat qui existe entre les sélectionneurs locaux et les expatriés. Mais je crois que pour le cas de Daniel Cousin, il a peut-être manqué une occasion aussi de se faire respecter parce que il aurait pu dire à la fédération, moi avant de prendre le poste, vous m'établissez un contrat, mais s'il ne l'a pas fait, il a accepté évidemment la compromission et il a évidemment continué à faire évoluer cette situation-là qui est tant décriée en Afrique, sur le continent africain. Et c'est pour ça que je parle de contradiction à travers l'interview, parce que en tout début d'émission, il met en avant ses états de service, sa carrière européenne. Ouais. Et là, il se considère comme un coach local. C'est pour ça que moi, je mets en avant cette contradiction, parce que tu viens du continent européen où il y a un professionnalisme qui est assez poussé, donc il devrait arriver avec un espèce de blanc-seing qui fasse dire que moi, je connais un certain management à l'européenne, entre guillemets, donc je vais arriver en Afrique, je ne peux pas être considéré comme un coach local, et c'est en ça que moi, je note une contradiction. Après, est-ce que Daniel Cousin, à son échelle, aurait pu réellement faire changer les choses, quand on voit que ses prédécesseurs n'ont pas réussi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour réellement changer les choses? Est-ce que quelque part c'était possible de le faire? Moi, je pense que quelque part c'était possible de le faire. Je vais prendre un exemple tout simple. Daniel Cousin, il était considéré, ou il est considéré aujourd'hui, à part Pierre-Emerick Aubameyang qui a amené sa carrière à un autre niveau qui est au-dessus de celle de Daniel Cousin. Mais Daniel Cousin, il a eu la carrière qu'il a eue. Et Daniel Cousin, aujourd'hui, en termes de légitimité dans son groupe, notamment avec Pierre-Emerick Aubameyang, il faut savoir, je vais vous raconter une petite anecdote. Lors des éliminatoires combinés de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde 2006, le Gabon était dans le groupe du Nigeria, de l'Angola et de la Sierra Leone qui va se désister après. Ouais. Et le ministre des Sports de l'époque, qui s'appelait Alfred Mabika, avait entrepris avec Phil Noventour, alias Jairzinho, l'une des stars du football brésilien des années 70. Il était allé au Mans, ils avaient rencontré l'entraîneur du Mans qui s'appelait à l'époque Daniel Jean Dupeux. Et Daniel Cousin avait donné des garanties quant à son retour en sélection. Et malheureusement, après, Daniel Cousin n'est pas du tout arrivé. Et donc, Daniel Cousin est parmi ces personnes-là aussi, ces joueurs capricieux, donc les caprices de Pierre-Emerick, les caprices de Daniel Cousin. Je crois que Daniel Cousin est un peu responsable aussi de son échec. Il aurait peut-être pu faire quelque chose en ayant un discours qui était autre, et quand il est arrivé, il s'est plutôt mis les joueurs à dos. Je veux prendre encore l'exemple de l'avion Gate, puisque l'avion Gate, il a protégé... Les fameux avions au Soudan du Sud. Voilà, il a protégé sa relation avec Igor Simar, qui est le directeur général du Fonds gabonais des sports, celui qui était chargé de décaisser les fonds pour la location de l'avion, afin de se rendre au sud, à Juba, au Sud-Soudan. Et malheureusement, lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a inspecté cet avion, il a considéré que l'avion ne présentait pas des garanties au niveau de la sécurité, au niveau du confort. Daniel Cousin ne s'est pas rangé derrière son groupe, et je crois que c'est l'une des premières cassures.
Alors, est-ce que c'est pas à ce moment-là que peut-être Daniel Cousin a perdu définitivement Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'on sait que Pierre-Emerick Aubameyang était déjà en guerre, en froid contre la fédération, un petit peu aussi contre le ministère, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de messages postés sur les réseaux sociaux pour décrire les façons de faire de la fédération. Est-ce que là, Cousin, il n'a pas manqué une occasion de s'allier avec Aubameyang et de l'avoir dans sa poche, parce que c'était le leader quelque part du groupe? C'est tout à fait ça, savoir que le management humain en sélection, c'est quelque chose de très complexe. Et ça l'est encore plus en Afrique, et donc il faut donner des gages par rapport au groupe. Et c'est vrai que sur ce coup, il manque une occasion, parce que c'est pas comme si c'était en 2019 que Pierre-Emerick Aubameyang a pointé du doigt les dysfonctionnements de la fédération gabonaise qui impactaient la propre sélection. Et donc on le voit bien à travers l'interview, quand il évoque sa relation, il cherche ses mots. Il n'y a pas quelque chose de limpide dans ce qu'il dit par rapport à sa relation avec Pierre-Emerick Aubameyang. C'était quelque chose de très complexe, et il y a eu des non-dits, des incompréhensions qui ont mené à cette situation. Alors Terence, il y a aussi forcément dans son viseur la fédération. On a beaucoup parlé sur du Gabon. On sait que le Gabon est un pays compliqué à gérer en termes de football, qui a une fédération avec des moyens, pas forcément financiers, mais des moyens d'action limités. Il parle aussi du ministère en parlant de l'entourage des dirigeants qui sont incompétents, qui n'ont pas les bonnes personnes aux bonnes places. Quelle est la situation actuellement de la fédération gabonaise ? La situation à la Fédération gabonaise de football, l'élimination, la non-participation du Gabon à la CAN 2019 résume en elle-même l'état général du football gabonais. Il n'y a pas de championnat. Il y a un championnat qui a repris, mais qui a repris dans une formule un peu pas très classe, parce que on a régionalisé les groupes et compagnie. L'intersaison dure, c'est plus de 10 mois, et donc je crois que il y a beaucoup de problèmes au sein de la fédération. Le président de la Fédération gabonaise de football, qui s'appelle Pierre-Alain Mungengi, est un ancien arbitre. Et malheureusement, Pierre-Alain Mungengi est arrivé là aussi dans des conditions de compromission, comme Daniel Cousin et Pierre-Alain Mungengi et la fédération. Lui aussi, il subit un peu les immixtions des mains noires qui tournent autour du football gabonais. Mais du coup, comment est-ce que le football gabonais va faire pour se sortir de cette situation? Parce que si tout le monde est dans les compromis, les non-dits, les clans, on a l'impression que c'est une espèce de bombe à retardement quelque part. Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus tellement blâmer Daniel Cousin, savoir qu'il y a une dimension politique qui ne devrait pas être aussi importante. Le football, en tout cas le terrain, devrait être l'élément central de la politique sportive. Je dis bien politique sportive et pas politique tout court. Et c'est ça le problème, comme le dit Terence, à savoir que la politique a pris le pas sur le sportif. Et dès qu'on s'éloigne du terrain, il y a énormément de problèmes, et on arrive à ces dysfonctionnements qui font que ça impacte encore une fois la sélection. Et bien sûr, j'aimerais rajouter que malheureusement aujourd'hui, depuis l'accession d'Ali Bongo à la tête de l'équipe nationale, et je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote assez forte, le Gabon joue les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Et le Gabon doit affronter les Lions indomptables du Cameroun. Alain Giresse est en pleine séance d'entraînement, et c'est une image cocasse et qui a marqué quand même la fracture entre l'autorité qu'avait encore la fédération et l'entraîneur. Donc Alain Giresse, Ali Bongo arrive et il demande à voir les joueurs en pleine séance d'entraînement. Alain Giresse s'y oppose, et malheureusement, contraint par l'ex-président de la Fédération gabonaise de football qui s'appelle Monsieur Nganjas. Oui. Et le jour où Ali Bongo a franchi la symbolique, Ali Bongo franchit l'ère des Jeux où les Panthères s'entraînaient, je crois qu'il a franchi ça, il s'est installé ça, et Ali Bongo et les politiques gabonais en ont fait de l'équipe nationale leur instrument de propagande, puisque certains joueurs aujourd'hui en équipe nationale, lorsqu'il y a des problèmes d'intendance ou lorsque le sélectionneur veut contester l'attitude de certains, mais certains prennent le téléphone et appellent Ali Bongo malheureusement. C'est toujours ça en fait, le problème notamment du football africain, c'est le mélange des genres. Et c'est ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une ligne de démarcation. Le football, on a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau l'apprécier, ça reste que du football. Mais parfois, ça peut être un élément de propagande, et cet élément de propagande peut amener à de nombreux dysfonctionnements dont vont profiter aussi bien le corps politique, mais aussi les joueurs qui, comme l'a dit Terence, ils peuvent passer au-dessus de la figure autoritaire qu'est l'entraîneur pour aller directement se plaindre à la présidence. Et ça, c'est un problème. Alors, messieurs, maintenant, on rappelle quand même que pour l'instant, la sélection est provisoirement suspendue par le ministre des Sports. Un appel à candidature a été lancé pour recruter un sélectionneur. Plus de 80 dossiers quand même ont été envoyés.
ils sont en train d'éplucher un petit peu tout ça. Terence, comment est-ce qu'on peut expliquer que, je pense que le monde entier, en tout cas le monde du football, sait ce qui se passe au Gabon, en tout cas a des bribes de ce qui se passe au Gabon. Il y a quand même encore 80 dossiers sur la table. Ce sont des gens qui pensent qu'ils vont révolutionner le football ou c'est de l'intérêt, encore parce que le Gabon est une sélection qui fait encore rêver, il y a encore des gens qui ont l'intérêt, ou c'est juste des mercenaires quelque part? Non, mais moi je veux dire qu'on ne va pas tout jeter. C'est vrai que on a dressé ici un bilan sombre un peu de la sélection gabonaise, mais je crois quand même qu'il y a un potentiel quelque part. Il y a un potentiel, il y a beaucoup de joueurs, il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui est la tête de gondole de cette équipe. Et je crois aussi que sur le plan financier, on va pas se mentir, hein, José Antonio Camacho était le deuxième sélectionneur le mieux payé d'Afrique avec près de 70 000 euros. Donc c'est autant de choses qui peuvent évidemment vouer à la convoitise de certains entraîneurs. Et aussi la qualité de vie au Gabon n'est pas trop mal aussi. Voilà, il y a le soleil. On sent l'expérience en sélection. Alors mais la carte de visite. C'est ça. Mais quand on voit que pour Camacho, ça n'a pas marché. Récemment, je parle. Georges Costa, ça n'a pas marché. Daniel Cousin, ça a duré 6 mois. Un sélectionneur qui va arriver là, quelle sera son espérance de vie, si on peut parler ainsi? Est-ce que vraiment ça peut marcher? Son espérance de vie, il y a la perspective de la CAN 2021, donc on va rapidement basculer sur les éliminatoires. Sur les éliminatoires. Donc l'espérance de vie, ça peut être d'1 ou 2 ans. Je dirais même 1 an s'il n'y a pas de s'il y a une non-qualification. Donc c'est vrai que l'instabilité n'encourage pas un potentiel sélectionneur à s'installer en tant que sélectionneur gabonais, mais encore une fois, il y a eu quand même 80 candidatures, ce qui démontre bien qu'il y a quand même un intérêt, parce que c'est une sélection qui peut rebondir. Et ça, c'est un élément qui est important. Mais justement, pour rebondir, quelles seraient les pistes d'amélioration? Les pistes d'amélioration, c'est déjà les conditions de recrutement du sélectionneur. Je crois que la Fédération gabonaise de football a récemment communiqué et il communique de manière à dose homéopathique le processus de sélection qui se passe en ce moment. Je crois que la Fédération gabonaise de football a insisté en disant qu'elle ne tolérerait pas cette fois-ci des mains extérieures qui viendraient empiéter sur son domaine de compétences, notamment. Mais est-ce que ça, c'est pas un discours de façade? Oui, mais je vais bien croire, on va s'en tenir à ce que la fédération nous dit. Ouais. Et puis, on ne va pas peut-être juger pour l'instant, on jugera au niveau des résultats. Mais je crois que les pistes de solution, il faut que les gens changent. Il faut que les hommes changent. Il faut qu'on recrute le processus de recrutement du sélectionneur qui se fait actuellement. Il faut qu'il se fasse dans une certaine transparence. Il faut que l'entraîneur qui arrive, on lui donne vraiment toutes les prérogatives. Il faut que la cellule foot qui est au bord de mer, et je vais bien croire, mais malheureusement... Bon, j'accorde le bénéfice du doute. Il faut que ces gens-là arrêtent de s'immiscer empiéter autour de la sélection nationale et que ceux qui ont la compétence et le patriotisme pour gérer le football gabonais le fassent amplement. Alors, on rappelle que là, donc, le championnat a repris depuis peu. 2020, échéance, il y a le CHAN quand même. Oui. Il y a ensuite 2021, la Coupe d'Afrique. Et ensuite, déjà, on va passer 2022 éliminatoire aussi de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut être optimiste pour le Gabon à moyen terme? Optimiste, moi j'aurais quand même tendance à dire oui. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a la perspective de la CAN 2021, on sait que c'est une CAN élargie. À 24. C'est ça, il ne faut pas oublier que c'est pas comme si le Gabon avait été rapidement distancé de la course des éliminatoires. Ils ont perdu leur dernière option sur le dernier match. Donc ça démontre bien que quand bien même il y a ces dysfonctionnements, il y a le matériel humain, enfin il y a l'équipe en elle-même qui est capable d'être assez sérieuse pour se qualifier pour la CAN. Mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Et pour vous, Terence? Je pense que je ne vais pas être un optimiste béant. Pour l'instant, les signaux que j'ai ne me font pas croire qu'on a totalement assaini l'environnement du football gabonais, puisque lorsque l'équipe nationale du Gabon fonctionnait, on avait un championnat d'un bon niveau. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, la déclinaison de cette équipe nationale, même si elle a participé à la dernière Coupe d'Afrique, mais elle ne s'est pas qualifiée, puisqu'on était pays organisateur, mais malheureusement éliminé au premier tour. Les gens qui composent l'univers du football gabonais sont toujours là. J'ai bien peur que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Terence, parce que moi je vois ça sous un prisme sportif. Lui, il a une vision plus globale. Et c'est la question que je vais me poser. Si on se qualifie pour la CAN, c'est pour faire quoi? Quelle place pour le Gabon? En fait, c'est ça la question. Parce qu'on peut valider sur le volet sportif une qualification, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? Et c'est la question auquel la fédération doit répondre. Vous l'aurez compris, donc sans doute une question de bons hommes
à la bonne place. C'est sans doute on va dire vraiment le leitmotiv de cette émission et aussi peut-être quelque part du football gabonais pour trouver des pistes de solutions pour peut-être quelque part rebondir dans les années à venir. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez pris plaisir, en tout cas vous, les téléspectateurs, à regarder cette émission. Je donne rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.